Waouh, les petits angoissés. Allez, on file en 1967. Nous allons suivre l'histoire du couple Calhoun, Buster et Olivia. Buster est âgé de 21 ans et Olivia 19. Ils rentrent de 10 jours de vacances en Californie. Ils se sont mariés il y a tout juste 1 an et Olivia attend leur premier enfant. Nous sommes en pleine période Peace and Love. Et dans la tête de ce jeune couple, comme dans celle de beaucoup de gens à cette période, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les couronnes de fleurs, enfin, on voit un peu ce que c'est la période Peace and Love. Au volant de leur vieille Chevrolet d'occasion, Buster roule depuis le début de la matinée, direction Philadelphie. Le soir venu, comme il se sent encore d'attaque, il décide de continuer le Buster. Il roule, il se sent pas fatigué, donc il continue. Il est à présent 2 heures du matin. Et pour rompre la monotonie de l'autoroute, il a décidé de bifurquer sur une voie secondaire. C'est peut-être pas trop une bonne idée, Buster. Alors Buster roule et continue à rouler sur cette voie secondaire dans laquelle il s'est infiltré. C'est alors qu'il distingue dans ses phares une silhouette qui fait des signes. Il ralentit, c'est un autostoppeur. Un jeune homme chevelu et barbu. À cette époque, c'est pas rare. Beaucoup de jeunes gens ont les cheveux longs. Ce jeune homme a un sac à dos. C'est un hippie, comme il y en a tant sur les routes américaines. Buster, malgré son visage un peu enfantin et son regard habituellement candide, a une expression soucieuse. Il n'a pas trop envie de prendre cet autostoppeur, surtout à cette heure-ci, il pense que ça ne serait pas prudent. Olivia se retourne vers lui. Elle aussi a des allures de collégienne, mais elle affiche un petit air autoritaire. On sent que c'est elle qui commande dans le jeune couple. « Ah non, dit-elle, ça serait trop moche de le laisser tomber. » Buster s'arrête donc à la hauteur de l'autostoppeur. Olivia baisse sa vitre. Elle lui demande où il va. Le jeune homme répond laconiquement « vers le nord ». Elle lui fait signe de monter et Buster démarre. Le passager, installé sur la banquette arrière, ne dit rien. C'est Olivia qui doit entamer la conversation. Elle lui demande comment il s'appelle. La voix est régulièrement ironique. « Qu'est-ce que ça peut vous faire? Un nom? Appelez-moi Mac. Ça devrait être suffisant entre nous. » Surprise par l'étrangeté de la réponse, Olivia Calhoun se retourne. Non, l'homme n'est pas fait pour inspirer confiance. Il est sale, très sale. Il a dû marcher très longtemps avant de monter dans la voiture. Mais c'est surtout son regard qui la met mal à l'aise. Il a le regard fixe. Un regard de fou. Comme je vous ai dit, on est dans la pleine période Peace and Love. On se méfie pas trop des gens. La jeune femme se retourne vers son mari. Elle remarque ses mains qui tremblent sur le volant. Olivia ferme les yeux. Que peuvent-ils faire maintenant? Elle est bien obligée de continuer, il est derrière la voiture, on ne va pas l'éjecter en cours de route. Il est assis derrière eux, et à part attendre, il n'y a rien d'autre à faire. Sur la banquette arrière de leur vieille Chevrolet, il y a un bruit caractéristique. L'autostoppeur fouille dans son sac. Ni Buster ni Olivia n'osent se retourner. Et l'instant d'après, c'est le drame. Buster sent sur sa nuque un contact métallique. Olivia jette un coup d'œil et pousse un cri strident. Je vous épargnerai le cri strident. Le hippie s'adresse au conducteur. « C'est ce que je tiens, mon gars. »« Oui, Mac, c'est un revolver. » L'autre a un rire subit. « Très bien, ça, Mac. Appelle-moi Mac, c'est parfait. » Buster parle sans cesser de regarder devant lui. « Écoutez, Mac, nous ne voulons pas d'ennui. Ma femme attend un bébé. Si c'est un hold-up, prenez l'argent dans ma poche et laissez-nous seuls. Seulement, Mac a d'autres projets. » Non, c'est pas un hold-up. C'est plus que ça. En fait, j'ai besoin de cette bagnole. Eh ben d'accord, prenez-la et partez. Le jeune bandit a un rire sarcastique. Si malin va. Tu n'as pas vu la circulation qu'il y a? Si je vous laisse, la première voiture vous prendra et j'aurai les flics sur le dos avant d'avoir fait 20 miles. Tu vas conduire doucement. Dès que tu rencontreras un petit chemin, un peu tranquille, tu le prendras. Et là, on verra tous les trois. Le petit chemin se présente très vite. Beaucoup trop vite. Sur un signe de Mac, la Chevrolet, après avoir parcouru 200 mètres, s'immobilise. Il fait nuit noire. On est au milieu de la forêt. Le vent souffle dans les arbres. Mac ouvre la portière. « Descendez !» Le jeune couple obéit. « Y a une corde dans la bagnole ?» Buster fait oui de la tête. « Eh ben, va la chercher. Je vais vous attacher tous les deux à un arbre et vous laisser là. » C'est alors qu'Olivia a une réaction absurde, comme toutes celles qui sont dictées par la panique. Cette forêt, l'obscurité, la perspective de se retrouver attachée à un arbre, c'est plus fort qu'elle. Elle peut pas. Pourtant, c'est la délivrance.
tout juste un mauvais moment à passer, et il serait débarrassé de ce fou dangereux. Mais Olivia ne raisonne pas. Elle se met à pleurer et à hurler. « Non, je ne veux pas, j'ai peur !» Le jeune hippie la regarde sans rien dire. Il semble réfléchir. Il l'interrompt brusquement. « Merci, ma jolie. Merci de m'avoir empêché de faire une bêtise. Avec la voix que tu aurais vite ameuté tout le quartier et les flics me seraient tombés dessus. » Il pointe son revolver vers l'arrière de la voiture. « Allez, oust, dans le coffre !» Olivia a retrouvé ses esprits. Elle a compris l'erreur qu'elle vient de commettre. Mais c'est trop tard. Sous la menace de l'arme, elle doit entrer dans le coffre. Elle se recroqueville. Le bandit ferme à clé. Et cette fois, c'est vraiment le début du cauchemar. À travers la tôle de la voiture, la jeune femme perçoit des cris. Puis un bruit de lutte. Elle est certaine de ce qui va arriver. Si Mac l'a fait entrer elle seule dans le coffre, c'est qu'il réserve un sort bien plus terrible à Buster. Elle s'attend à tout et à entendre la détonation. Mais rien ne vient. C'est au contraire le coffre qui s'ouvre brusquement. Le jeune bandit jette le corps inanimé de son mari. « Tiens, voilà de la compagnie !» Et le coffre se referme à nouveau. Olivia est terrifiée. Elle appelle. « Buster !» Aucune réponse. Est-ce qu'il l'a tué? Non. Elle palpe sa poitrine, son cœur bat. Mais en passant ses mains sur son visage, elle sent un liquide chaud. Buster a la tête en sang. Il est assommé et inconscient. La voiture démarre brutalement. Olivia se tasse dans une position inconfortable au possible. Heureusement que le coffre de la Chevrolet est grand. Mais à deux, ils vont finir par mourir asphyxiés. Si toutefois le fou qu'ils ont pris en autostop ne les a pas liquidés avant. 2 heures entières s'écoulent avant que Buster se manifeste. Il grogne confusément. « J'ai mal. Où est-ce qu'on est ? » ?»« Dans le coffre de la voiture. Il nous a enfermés. Il faut faire quelque chose. » Depuis qu'elle est auprès de son mari inconscient, Olivia aurait évidemment pu tenter d'agir elle-même. Mais comme beaucoup de personnes, le danger la paralyse. Elle est incapable de la moindre initiative. Si Buster n'était pas revenu à lui, elle aurait été probablement perdue. Buster dit d'une voix douloureuse. « Il y a une trousse à outils dans le coffre. » À tâtons, le couple se met à chercher. C'est Olivia qui la trouve. Elle la donne à Buster, qui se met en devoir d'extraire le tournevis. Il explique à sa femme. « Je vais soulever le capot. Ça va être difficile, mais je pense y arriver, mais je le tiendrai pas longtemps. À ce moment, tu passeras tes doigts et tu les bougeras pour attirer l'attention d'une voiture derrière nous. » Olivia se sent un peu mieux. Pour la première fois, elle a un léger espoir. « Ok, allons-y. »« Non, pas tout de suite. Nous roulons trop vite. Nous sommes sur l'autoroute. Les voitures te suivent de trop loin. Attendons d'être dans une ville ou dans un embouteillage. Un quart d'heure se passe encore. » Enfin, la vitesse diminue. La Chevrolet s'arrête, repart. On perçoit à l'extérieur quelques coups de klaxon. Buster pointe le tournevis vers l'ouverture du coffre. « T'es prête ? J'y vais. » Le jeune homme s'attaque au tôle de la voiture. Enfin, une barre de lumière apparaît, en même temps qu'un souffle d'air. Olivia aurait envie de rapprocher ses narines pour capter l'oxygène. Mais elle résiste à la tentation. Elle avance sa main et pousse aussitôt un cri terrible. À cause d'un mouvement de la voiture, Buster vient de lâcher le tournevis du capot qui est retombé sur les doigts de sa pauvre Olivia. Buster se ressaisit aussitôt et rouvre de nouveau. Olivia dégage sa main. Elle est en sang. Les doigts écrasés. Elle se met à gémir. Buster lui dit durement. « Remets ta main. »« Mais j'ai mal, je saigne. »« Remets ta main, je te dis. » Malgré sa douleur, Olivia obéit. Elle glisse ses doigts mutilés entre l'interstice lumineux et elle les agite, à la limite de l'évanouissement. Olivia et Buster n'ont évidemment aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur de leur prison roulante, ni même de l'endroit où ils se trouvent. S'ils le savaient, évidemment, tout changerait dans leur esprit. La Chevrolet que conduit Mac est dans les faubourgs de Baltimore. Elle a dû quitter l'autoroute en raison d'une déviation provisoire pour cause de travaux. Voilà pourquoi la voiture a ralenti et pourquoi Buster a perçu des coups de klaxon impatients qui l'ont incité à ouvrir le coffre. Sur la route, effectivement, il y a du monde. Le trafic est encore fluide, mais dense. Judy Findlay, 21 ans, est ce matin-là au volant d'une voiture école, à bord de laquelle elle prend son énième leçon. Il faut dire que Judy est aussi ravissante que peu douée pour la conduite. Elle a déjà raté 3 fois son permis, au grand contentement de son moniteur, Maxie Stone, qui lui fait des avances auxquelles elle résiste d'ailleurs avec la plus grande fermeté. Judy pousse subitement un cri. « Là, regardez !» Maxie Stone ne perd pas son temps à épiloguer. Il vient de voir, lui aussi, les doigts sanglants qui s'agitent sous le coffre de la vieille Chevrolet devant lui. Il crie à sa jeune élève. «
Accélère !» Judy lui jette un regard d'angoisse. La Chevrolet est en train de se faufiler parmi les files de voitures avec une maestria consommée. « Mais je pourrai jamais! Je vais m'arrêter et vous allez prendre le volant !» Le moniteur écrase la pédale d'accélérateur, qui est en double commande. Le véhicule fait un bond et Judy se retient au volant. « Non, avec cette circulation, impossible de s'arrêter. Nous les perdrions de vue. Allez, courage, Judy. Il faut les suivre. Ne vous occupez que du volant, je me charge des pédales. » Et la poursuite s'engage dans les rues encombrées de Baltimore. Entre la voiture d'un malfaiteur prêt à tout et la voiture école, pilotée par une fille qui vient quand même de rater 3 fois son permis de conduire. Mac n'a sans doute pas repéré son poursuivant inattendu, car il a réduit sa vitesse et pris sagement la file de droite. Dans le coffre, les doigts sanglants ont disparu. La petite voiture s'est refermée. Il n'y a plus signe de vie. Mais Judy et son moniteur Maxi ne lâchent pas leur proie. La jeune fille demande d'un ton angoissé. « Combien de temps ça va durer? Je pourrais pas tenir !» Son moniteur joue avec dextérité des pédales, redressant de temps en temps l'axe du volant. « Courage! Dès qu'on rencontre une voiture de police, on a gagné !» La voiture de police se présente 3 miles plus loin. Elle avance à petite vitesse. Elle flâne visiblement en patrouille d'observation. Maxi Stone lance à son élève. « Double-la et maintiens-toi à sa hauteur !» Avec application, la jeune fille obéit et le moniteur explique en quelques mots aux policiers au volant ce qu'ils ont vu dans la Chevrolet devant eux. La Chevrolet s'arrête brusquement. Peu après, le coffre s'ouvre. Aveuglés par la lumière, grisés par l'air, Olivia et Buster ne réagissent pas tout de suite. C'est Olivia qui s'exprime la première. Elle a dit à l'homme en uniforme qui se dresse devant elle « Attention, il a un revolver !» L'homme a un sourire rassurant. Il ne l'a plus maintenant. Nous l'avons remplacé par les menottes. « Venez, madame, c'est fini. » Le pseudo-Mac, qui s'appelait en réalité Timothy, était en fuite après avoir tué un des membres d'une communauté hippie qui l'avait recueilli. Jugé peu après, il a été condamné à la prison à vie. Quant à Buster et Olivia, ils ont eu du mal à oublier leur terrible aventure. Ils sont pourtant retournés l'année suivante à Baltimore pour revoir et remercier Judy Findlay. Elle leur avait quand même sauvé la vie. La jeune fille a été toute fière de leur faire une promenade à bord de sa voiture neuve. Elle avait en effet obtenu son permis de conduire. Après l'exploit qu'elle avait réalisé, comment aurait-on pu le lui refuser? Mais décidément, Judy Findlay n'était pas douée. Et les Calhoun ont mis longtemps à se remettre de cette promenade. Ils n'ont pourtant pas osé dire à leur aimable conductrice que c'était la 2e fois qu'ils avaient peur en voiture. C'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt dans de nouvelles aventures.